J'ai vraiment plaisir à vous présenter Vincent Corpé. C'est un ami depuis quelques années. C'est quelqu'un d'assez caustique, vous le verrez vous-même. Et moi, en lisant les propos dans la presse, je vais être obligée de prononcer des mots que je ne prononce quand même pas très souvent, mon cher Vincent. Mais je vais le faire quand même. Alors, en fait, Vincent est peintre à Paris. Ça fait... à 20 ans, il va, en 1978, décider de peindre, de devenir artiste. Et il va fréquenter les Beaux-Arts de Paris, dont il sort d'ailleurs assez rapidement, au bout de 2 ans d'études. Alors, ce qui est important, c'est de voir que Vincent Corpé est aussi assez, on va dire, différent des autres artistes. Il va donner un nom à son premier tableau, qu'il appelle d'ailleurs pour le renouveau du bien-être. C'est le 8 juin 1982, et c'est le seul tableau qui aura un nom et qu'il signera. Et après, que va-t-il faire de toutes les œuvres qu'il fera? Il va tout simplement les numéroter. Et j'ai vu son classement d'ailleurs dans son atelier. C'est vrai que c'est assez... important. Alors, il précise le numéro du tableau, c'est-à-dire l'année où il a été peint, la taille de la toile en centimètres, etc. Puis voilà, c'est ça la base de son classement. Il va être reconnu par l'exposition qu'il fait au Musée national d'art moderne de Paris, c'est en 1987. Et c'est cette exposition qui le fait connaître. À cette époque, vous savez, la peinture n'était pas vraiment à la mode. Donc il va revenir à la peinture figurative. Il va essayer, comme d'autres artistes de sa génération d'ailleurs, de peintres, de revenir à la peinture. Et c'était pas du tout considéré comme de l'art moderne, puisque à l'époque, c'était surtout des pratiques fondées sur le minimalisme et sur l'art conceptuel qui était censé représenter la modernité. Donc Vincent Corpé va présenter un ensemble de tableaux à cette exposition qui vont être le début de sa carrière. Il va peindre des thèmes religieux qu'il revisite et qui appartenaient à l'histoire, dans une perspective assez créative. Vous verrez que son œuvre est assez créative, même s'il se base finalement sur des œuvres anciennes. Donc il remet à l'honneur la figuration et des procédés de représentation et qui permettent de réactiver justement la peinture. Donc, bien évidemment, il le fait à sa façon, c'est-à-dire en utilisant des techniques qu'il vous exposera tout à l'heure, parce que moi, je ne suis pas assez formée pour vous en parler. Mais en tout cas, il s'affranchit de toute théorie et de toute règle préétablie. Il évite les effets de style et se met à distance. Il fait une série dans les années 80 qui s'appelle les analogies, qui sont essentiellement inspirées par Paul Valéry. Mais depuis longtemps, il est très, on va pas dire inspiré, on va dire agité par Picasso. Et c'est là, effectivement, dans un article de Libération qui est paru l'année dernière en juillet, que Philippe Lançon retrace ses paroles. Et que dit Vincent Corpé? Il dit « Picasso, c'est un picassiette ». Bon. Avec lui, on est face à une encyclopédie, on voit tout, de Lascaux à Malevich. Il pique partout, sur tout, alors que ce n'est que destruction, récupération. Donc, Vincent parle d'un maître qui est reconnu par tous, bien évidemment, avec son œil très critique. Et je pense quelque part qu'il n'a pas tort, mais peu de personnes et peu d'artistes peuvent tenir des propos comme il le fait, puisqu'il n'a pas du tout la langue de bois. Et ce journaliste dit que Vincent Corpé est un excellent plasticien,
qui pense. Alors j'ai bien aimé, ce qui veut dire que les autres plasticiens, eux, ils pensent pas, quoi. Ils réalisent des œuvres sans penser. Mais lui, Vincent Corpet, vous aurez l'occasion de le voir, il pense, il élabore toute une pensée créative. C'est un dessinateur hors pair également. C'est un virtuose de la reproduction. Et il travaille et il réfléchit sur ce qu'il copie, et on va dire qu'il détourne, on peut dire défigure. Et on va retrouver dans sa peinture des tas d'œuvres connues, mais qu'on ne reconnaîtra pas, en fait, tellement la distance est grande. Par exemple, il a repeint le Déjeuner sur l'herbe de Manet, la Barque de Dante de Delacroix, mais également des Rembrandt, qui sont refaits à la taille exacte, qui sont retravaillés au cutter, qui sont customisés, comme il dit. Donc, il va également repeindre d'autres œuvres, même une grotte, si j'ai compris ce que j'ai lu. Lascaux, Ribera, Clouet, Basquiat. Pour lui, c'est du pareil au même. C'est une même chaîne de traces animée par une seule question. Comment ils font les autres? Et comment ils mangent, comment ils baisent, comment ils peignent? Bien sûr, c'est toi qui le dis, pas moi, hein, j'oserais pas. À partir du moment où j'ai démasterisé une œuvre, je vois comment l'artiste la torche, la savonne. Je vois comment il peint. Alors, ce pourrait être moi à cette époque. Alors, je laisse bien évidemment la responsabilité de ces propos à Vincent qui va les assumer tout à fait, et je lui passe la parole. Merci à toi d'être venu ce soir nous parler de ton œuvre. Comment ils font les autres? Depuis, je me demande ce que je vais faire moi. Ce qui me paraît évident dans l'instant, c'est que vous êtes là pour m'écouter, et en plus pour m'écouter parler de moi. Il semblerait donc que la question pour vous soit « Comment il fait, lui ?» Nous voilà bien avancés. Lui, donc moi, est sans doute ce que vous appelez un artiste. Mais c'est quoi un artiste? Alors, ça commence. Voilà. Après une petite enfance sans doute heureuse, j'ai eu une scolarité de cancre malheureux qui m'a conduit à rater mon bac C alors que seules les maths m'intéressaient. Je sais maintenant que c'était dû au fait que lorsque l'on me posait une question, je pensais qu'il fallait inventer la réponse. Les autres, vous, eux, savaient déjà que quand on pose une question, c'est que l'on a donné la réponse 3 minutes avant. Je crois aujourd'hui encore que je n'ai pas tout à fait compris cela. Après ce premier échec, je suis devenu chef de bord au Glénan, c'est une école de voile en Bretagne, puis vacher dans une ferme des Ardennes. C'est la seule fois de ma vie que j'ai travaillé. J'ai aussi commencé à lire. Je n'avais pas lu à l'école. D'une façon chronologique, tout ce qui avait pu s'écrire. Donc du livre des morts, la Bible, les Grecs, les Latins, etc. Mais aussi, j'ai recommencé la chronologie sur le XXe siècle en commençant par Proust. Et puis, le 20 mars 1978, j'ai décidé de devenir artiste. Alors j'avais un dictionnaire que vous voyez là. C'était le dictionnaire que j'avais à cette époque-là. Et mon problème était que, comme vous avez vu, il est défectueux ce dictionnaire. C'est-à-dire qu'à la page artiste, en fait, le dictionnaire a été mal imprimé. Et donc il ne reste, je ne sais pas si vous pouvez lire ou pas. Mais en fait, alors moi non plus, je ne peux pas lire. Bon, globalement, un artiste capillaire, c'est un coiffeur. Tout le reste a sauté. Hein. Donc ça m'a posé quand même pas mal de problèmes. Vous voyez, la page a été complètement tronquée. Donc, la première chose que j'ai commencé par faire, c'est à perdre mes cheveux pour passer inaperçu. Dès le mois de juin de cette même année, j'ai commencé le concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts de Paris. J'ai bien entendu été tanké. Mais je me suis dit alors que cela n'allait pas recommencer en septembre. Je me suis inscrit aux Beaux-Arts comme étudiant libre. Mes lectures m'avaient appris qu'on apprend que ce qu'on sait et que l'on n'aime que ce que l'on connaît. À ce titre, je vous rappelle la phrase du petit garçon dans un film de Marguerite Duras, à qui l'on demande pourquoi il n'aime pas l'école, et il répond « parce qu'on y apprend des choses que je ne connais pas ». Pendant 1 an, j'ai beaucoup dessiné, je me suis fait beaucoup voir. À la fin de l'année, j'ai repassé le concours d'entrée. J'ai été admis, je crois, avec la meilleure note.
Les 2 années qui ont suivi ont consisté à passer la totalité des unités de valeur avec les mêmes dessins que ceux qui m'avaient permis d'entrer dans l'école. L'adage se trouvait vérifié. J'ai alors passé le diplôme que j'ai eu avec un dessin de Marc Desgrands-Champs que j'avais reproduit en sérigraphie et mis en papier peint. Je suis à ma connaissance le plus rapide des étudiants des Beaux-Arts à avoir eu son diplôme en 2 ans. La belle affaire. Je ne sais toujours pas à quoi servent les écoles d'art, si ce n'est à polisser des futurs artistes. Petite anecdote, en 1995, j'ai été dans un jury de diplôme à l'École des Beaux-Arts de Paris. J'avais convaincu les autres membres que tout étudiant qui répondait à la question « Quel est ou sont les artistes que vous détestez ?» aurait immédiatement son diplôme. Aucun n'a répondu à la question. Moi, il y a pas mal d'artistes que je déteste. Poussin, Delacroix, Juan Gris, Léger, Bacon, Barnett Newman, Freud, Kees Haring, Buren, etc. Je peux vous en faire une liste infinie. C'est durant mon séjour à l'École des Beaux-Arts que j'assistais à mon premier cours d'histoire de l'art. Alors ce premier cours avait été donné par Bruno Foucard, qui était, je vais vous mettre une petite image, qui était l'historien de l'École des Beaux-Arts et qui nous avait présenté 7 tableaux anciens, italiens je crois. Il nous avait expliqué qu'est-ce qu'il y avait dessus, et pourquoi ils étaient beaux, pourquoi ils étaient bien, pourquoi ils étaient forts, pourquoi tout. Et à la fin de son cours, il nous explique que ces 7 tableaux sont dans la Grande Galerie du Louvre. Et donc je suis parti dans la Grande Galerie du Louvre. Là j'ai fait un seul acte un peu bizarre, c'est que je me suis dit que j'allais marcher le plus vite possible en regardant mes pieds et en essayant d'éviter les plots qui sont dans la Grande Galerie du Louvre. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais bon. Et je suis parti comme ça, marchant très vite, sans regarder les tableaux. Et évidemment, au bout de 30 mètres, je me suis arrêté et j'étais en face d'un des tableaux dont il avait parlé. Le tableau était très 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 beau, très intéressant et très regardable. Puis je suis reparti, 30 mètres après, 2e tableau, encore un dont il avait parlé. Je suis reparti une 3e fois, 30 mètres plus loin, un 3e tableau, et là j'ai regardé le tableau qui était à droite et le tableau qui était à gauche. Et ils étaient vraiment pas du tout intéressants, pas très beaux. Et j'ai arrêté de regarder les tableaux de cette façon-là, en repartant sur cette histoire de « on n'aime que ce qu'on connaît et on n'apprend que ce qu'on sait ». Alors, à cette époque, je faisais que des dessins, à l'École des Beaux-Arts, je faisais que des dessins en noir et blanc. Et pour passer à la couleur, en fait, j'avais acheté un livre de Johannes Itten, qui était un professeur au Bauhaus. Bauhaus, je ne sais pas si vous savez, mais c'était une école allemande d'art déco et autres. Et Itten était un drôle de personnage. Et il faisait faire à ses étudiants, en fait, des grilles de couleurs, mais avec 9 couleurs les unes sur les autres, à peu près 9 ou 12. Et il leur disait de faire telle couleur, et les étudiants refaisaient les grilles en faisant un vert, un rouge, un violet, je ne sais pas quoi. Et un jour, il y a eu une légère révolte chez ces étudiants qui en ont eu marre de faire les couleurs qu'ils demandaient, et qui donc ont décidé de faire eux-mêmes leur propre grille. Donc Itten a accepté, dans la mesure où il est sorti de la salle et qu'il leur a demandé de poser à son retour tous les dessins par terre et eux de se mettre en rond autour des dessins. Et quand il est rentré, il a pris chacun des dessins qui étaient par terre, donc qui représentaient, vous voyez, une grille de couleurs, et il l'a rendu à son propriétaire. À partir de là, ils ont recommencé à faire les couleurs que demandait Itten, sans rien comprendre, et nous non plus d'ailleurs, mais c'est une anecdote amusante. Alors, j'ai fait mon premier tableau un peu plus tard, parce qu'en fait, Brigitte a déjà fait toute la conférence tout à l'heure. Hein, donc, comme ça, on peut y aller plus vite. Le 8 juin 82, c'est ce tableau-là. Alors, contrairement à ce qu'elle a dit, comme elle a dit, il a un titre. Ça s'appelle « Pour le renouveau du bien-être ». Mais contrairement à ce qu'elle a dit, il n'est pas signé. Mes tableaux ne sont jamais signés, en tout cas jamais signés devant. J'avais 24 ans et le sentiment d'être très en retard. Alors je faisais un tableau par jour. Aujourd'hui, je suis un peu plus lent, mais je suis à la tête d'une écurie de plus de 3700 tableaux et toujours le sentiment d'être en retard. En fait, cette course consistait à tout connaître, à tout aimer, pour finir en détruisant mon goût par tout détester. Cette destruction de mon propre goût me permettait de ne pas tomber dans ce que je déteste le plus par-dessus tout chez certains artistes, le style. Alors j'ai beaucoup peint, beaucoup emprunté, jusqu'à l'épuisement. Ah, ça marche quand ça veut.
Donc voilà des tableaux du début. Je ne sais pas s'ils sont flous ou pas. De toute façon, ils sont tellement rapides que vous n'avez pas le temps de voir s'ils sont flous. Donc c'est des tableaux qui... Il faut savoir que chacun, la largeur fait 1,50 m. Donc c'est des tableaux sur papier, en fait, c'est de la peinture sur papier, qui sont assez grands. Il y a ce doigt qui gêne. Hop. Donc ce que vous voyez défiler là, c'est le travail sur 2 ans. Là, on en est à la fin de la première année. Donc vous voyez défiler pas mal d'influences. Alors cette histoire de faire sortir son propre goût pour pouvoir le détruire, c'était véritablement le propulseur de cette période. Hein. Donc je m'interdisais rien. Je ne m'interdisais pas d'être proche d'un artiste, quel qu'il soit, parce que le but était finalement de le manger, ou de le rater. Mais bon, hein. Oui, pendant cette conférence, vous allez vous avaler un certain nombre de centaines de tableaux, très rapidement. Ah, c'est bien. Alors en 86, à bout d'idées, j'ai fait une série de 100 cartons, de 1 mètre par 1 mètre, en 20 jours. Ils représentaient toutes des natures mortes. Les mois qui ont suivi, j'ai repris dans l'ordre la totalité de ces cartons et j'en ai fait des dessins. Donc vous avez le carton et les dessins qui suivent. Oh, il gêne ce truc-là. Mais aussi les tableaux qui vont être issus des dessins. Donc d'un carton, vous avez un dessin et un tableau. Un carton, voilà, le dessin et voilà le tableau. Donc on est en fait déjà dans un travail d'analogie. Si vous regardez, c'est fait par analogie formelle déjà, mais à cette époque-là, je ne le savais pas du tout. Donc en 86, je fais ça. Donc il en sort des thèmes religieux. Ce sont des dessins qui ont servi à faire les tableaux que j'ai exposés à Beaubourg en 1987. Alors l'expo de Beaubourg de 87 est une expo qui a été faite par accident. Dans la mesure où j'étais proche à cette époque-là d'un jeune critique, d'un jeune historien qui s'appelait Fabrice Ergotte et qui avait été le plus jeune conservateur de Beaubourg parce qu'il est arrivé à 25 ans, en 86. Et ça se faisait à l'époque à Beaubourg que quand un jeune conservateur arrivait, on lui laissait faire une expo. Donc personne ne regardait ce qu'il allait faire, on lui laissait faire ses armes. Et il a décidé de faire une expo de 3 artistes qui étaient Pierre Moignard, Marc Desgrandchamps et moi-même. Bon, et cette expo a été une catastrophe durant l'élaboration de l'exposition, pendant l'expo, pendant le vernissage et pendant la durée de l'exposition. C'est la seule exposition qui ait fait scandale à Beaubourg, à ma connaissance. C'est-à-dire que le jour du vernissage, il y a des collectionneurs qui ont voulu retirer leurs tableaux du fond de Beaubourg, et les gens s'engueulaient partout. Mais ça allait jusqu'aux ouvriers qui avaient refusé à l'accrochage d'accrocher les tableaux, en disant qu'on était des petits cons et que c'était vraiment insupportable de faire ça à Beaubourg. Et nous, on était juste assez naïfs. Donc voilà une des salles. Donc vous voyez que l'accrochage est assez dense. Et en fait, les cartels sont au sol. Parce que le problème quand vous exposez dans un musée, c'est toujours le problème des cartels. Un jour, on vous pose... La seule question qu'on vous pose quand vous exposez dans un musée, c'est où on met les cartels. Donc là, les cartels sont au sol, ce qui permettait de dire que s'il y avait des vieux qui venaient, ils se baisseraient pour lire les cartels, parce qu'il n'y a que les vieux qui lisent les cartels, et qui ne se relèveraient plus.
mais ils ne sont pas venus. Donc ça a été inutile. Alors, voilà une autre partie. Alors, si vous regardez bien cet accrochage, et je pense qu'on le voit bien plutôt sur cette photo-là, si j'enlève cette main. En fait, c'était un accrochage. Donc, les tableaux qui étaient au mur étaient des tableaux à thème religieux, mais qui étaient tous issus de nature morte. Donc, c'était quand même de la religion de je ne sais pas où. Et on voit sur cette petite ligne, c'est qu'en fait, il y avait il y avait un tableau de chaque format de châssis existant à l'époque chez les marchands de peinture. Vous savez, c'est nomenclaturé, à cette époque-là, c'était nomenclaturé du 1M, 1 marine, au 120F, 120 figures. Aujourd'hui, on a fait des progrès, on arrive à 0M, donc ils en ont rajouté 3 petits. Je ne sais pas quand ils vont arriver à moins 1 M. Et donc, c'était pour moi une expo entièrement formaliste. Donc, c'était assez compliqué pour moi de comprendre le rejet, parce que je leur offrais une expo formaliste et eux, ils voyaient 1 de la peinture, 2 de la peinture à l'huile, 3 de la peinture figurative, 4 de la peinture religieuse. Et moi, je faisais une exposition de châssis. Donc, on ne s'est jamais bien compris. Et voilà les tableaux qui étaient au mur, que vous avez vus en noir et blanc. C'était des tableaux comme ça. Alors, l'exposition de 87 est importante parce que c'est effectivement la première fois que j'étais confronté au milieu de l'art de notre cher pays. Donc là, vous les voyez défiler. Alors, ce qui est sûr dans cette exposition, c'est que Moignard, Desgrands-Champs et moi, on était totalement inconnus dans cette expo. Donc, c'était un fiasco total. Nous sommes entrés réellement par effraction dans ce musée et on en est ressorti par la fenêtre. Ça, c'était évident. La peinture était réactionnaire, les sujets religieux quasiment fascistes, parce que c'est arrivé jusque-là. Nous étions des artistes rétiniens. Et ça, c'est le grand mot. Nous étions des artistes rétiniens, ce qui, pour les gens qui idolâtrent Marcel Duchamp, surtout depuis qu'il est mort, était une sentence de rejet total. Bon, alors, on pourrait revenir sur Marcel Duchamp et le rétinien. Depuis, j'ai fait quelques progrès et j'ai à peu près compris ce qu'il voulait entendre par là, et je ne vous le dirai pas. Mais pour eux, et pour moi à l'époque, c'était une sentence épouvantable, et je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire, cette histoire de rétinien. Comment je pouvais prendre ça, en fait. Alors, je me suis dit assez rapidement, c'est bizarre comment ça marche, ce truc-là, qu'en fait, le rétinien, c'était l'œil. C'est encore des réflexions assez rapides. Et que l'œil avait 2 fonctions. L'une, de ne pas marcher dans la merde, quand vous marchez dans un trottoir. Et l'autre, de permettre de nourrir vos rêves quand vous rêvez la nuit. C'est-à-dire que 90% de votre rêve est visuel. Et donc l'œil a d'un côté une fonction de vecteur de mémoire et de l'autre côté une fonction d'empêchement de se faire du mal, en fait. Alors j'ai séparé ces 2 fonctions de l'œil en 2 phrases qui étaient « l'œil regarde, la main agit », on pourrait dire « l'œil regarde, le pied agit » pour éviter la merde, et « l'œil regarde, la main qui agit ». Alors, l'œil regarde, la main agit, c'est nu. Normalement, cette série il devait y avoir des nus, des paysages, des natures mortes. Les paysages et les natures mortes n'ont jamais existé depuis cette date-là, c'est de 89. Les nus, eux, continuent aujourd'hui. Je continue à faire... là, dans les nus que vous avez vu des nus de 89 et des nus de 2012. Hein. Et de l'autre côté, l'œil regarde, la main qui agit, ce sont les analogies. Donc, à ce titre-là, le travail continue depuis cette expo de 87 sur ces 2 grands axes, analogie et nu, portrait, paysage, qui n'ont pas lieu d'ailleurs, mais bon. Alors, je vais les remettre, si j'arrive à les remettre d'ailleurs, mais ils reviennent.
D'ailleurs, c'est peut-être pas eux que je vais remettre. En fait, c'est ça que je vais remettre. J'avais même prévu. Alors, ils ont une particularité, ces nus, c'est qu'en fait, ils sont vus comme un scanner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de perspective. Donc, le nu, si on veut, tourne. Il ne tombe pas. On est bien en face, non pas d'un nu, non pas d'un portrait de quelqu'un, mais d'un tableau. Et d'un tableau qu'on peut faire tourner. Donc on est en face d'une surface plate qui n'a pas de perspective, alors qu'on est en même temps face à de la peinture réaliste, naturaliste, mais qui n'a pas de perspective. Et ça, c'est important parce que c'est ma définition du moderne. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que j'estime, en fait, être le dernier moderne qui existe encore sur cette planète, dans notre petite planète artistique Parigot Tête de Veau. Alors pour moi, le moderne, c'est 1907-1914. C'est 4 artistes, Picasso, Malevich, Kandinsky, Duchamp. Ils font ça pendant pas longtemps, sauf Picasso qui est le seul qui va faire ça toute sa vie, mais les autres, ils abandonnent assez rapidement. Et la particularité de ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent la perspective. Donc ils enlèvent le point de vue, mais en faisant ça, ils se coupent du spectateur, ils se coupent de nous. Et je prétends encore aujourd'hui que fondamentalement, on n'a toujours pas digéré les tableaux de cette époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucun artiste qui a suivi et qui se réclame moderne ne l'a digéré, parce qu'il n'y a plus personne n'a continué cette même histoire. Tout le monde a, au contraire, fait de la narration, fait du temps, fait des choses comme ça, alors qu'eux avaient fait une chose assez particulière. Et donc, moi, je me suis inscrit dans cette histoire rétinienne en mélangeant ça à du moderne, que j'avais résumé ou réduit au fait de l'absence de perspective, et que je pouvais même m'amuser à faire de la peinture naturaliste. Le tout, c'était qu'il n'y ait pas de perspective, et dans ce cas-là, c'était moderne. C'est moderne, pardon. De l'autre côté, l'autre partie, qui sont les analogies, alors ces analogies, voilà les premières, qui sont des cartons. Alors comme l'analogie, ça fonctionne sur telle forme me rappelle telle autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au début, quand j'ai lancé ça, je me suis dit, mais c'est infini. Donc, en fait, ces cartons étaient faits en 1 heure, parce qu'il fallait bien que je mettais un réveil, et au bout d'1 heure, j'arrêtais de peindre, en fait. Et donc, c'est les premières analogies, les voilà. Ils sont faits au sol. Déjà, dès cette époque-là, je travaille au sol. Voilà la deuxième série, qui est là pour avoir aucun sens. Ils sont devenus ronds. Donc là, il n'y a plus de problème de sens. Toujours fait au sol. Alors la particularité de faire au sol, c'est qu'effectivement, c'est plus pratique pour moi pour que ça n'ait pas de sens. Il suffit que je tourne autour. Le fait qu'il soit fait au sol fait que je ne peux pas les voir. Je ne peux que les faire. Je ne peux pas les mettre au mur pour les regarder et attendre qu'ils me parlent. Aucun de mes tableaux ne parle. Il n'y a jamais de retour. Donc c'est moi qui les fais, et quand ils sont au mur, c'est qu'ils sont en train de sécher, et que de toute façon, ils ne sont jamais repartis au sol. Ça, c'est une chose assez importante. Alors, personnellement, ces tableaux ronds, moi, j'avais à cette époque-là le sentiment que j'avais plus aucune référence. J'avais pas vu ça dans l'histoire de l'art, dans les musées, j'en voyais pas de tableaux comme ça, donc j'étais assez fier de ça. Mais en fait, ça n'intéressait personne, ces tableaux ronds. Alors, je me suis dit après ça que j'allais refaire un petit coup d'énervement par rapport à mon public préféré, qui était soit mes proches, soit des gens du milieu, et est arrivé les diptyques. Alors les diptyques, en voilà un. Le diptyque, c'est fait d'une façon assez simple, c'est que d'un côté, vous avez une analogie, ce qui est sur cette photo à gauche. Donc c'est une analogie, c'est telle forme me rappelle telle autre, ça part de n'importe quoi et ça arrive nulle part. Et de l'autre côté, je reprends la forme de l'analogie que je retourne
Et en une journée, en fait, je peins cette ombre, je ne sais pas comment on peut dire, cette forme, en marron, et je sors un sujet sans dessin préliminaire, sans rien. Je sors un sujet de violence, de sexe, voire de religion. Là où, quand ça marche très bien, c'est quand c'est la religion qui fait du sexe et de la violence. Il y a plein de sujets dans la Bible qui marchent très bien. Tous les Judith et Holoferne sont assez parfaits là-dessus. Mais c'est fait immédiatement et par enlèvement. Donc on est en face de la virtuosité. Je me disais que la virtuosité était également quelque chose qui devait être banni par le milieu de l'art, parce que c'est épouvantable. Quelqu'un de virtuel, voilà, on va trop vite. Quelqu'un de virtuel, c'est épouvantable. De virtuel. Qu'est-ce que j'ai dit? Bref. Donc voilà les diptyques. Alors évidemment, seule la partie réaliste donne son sens au diptyque, mais l'autre partie peut tourner autour. Ça marchera, elle peut faire le tour complet. Il suffit de retourner le tableau et l'effet Rorschach fonctionne dans tous les sens. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, j'espérais que ça allait poser un problème, cette partie réaliste, et que résultat, il regarderait la partie analogique, qui verrait de l'intérêt à l'analogie. Alors, j'ai eu finalement la preuve de l'échec absolu, c'est ça. Donc je me suis payé une couverture d'Art-Press, mais ce qui est amusant, c'est qu'il coupe le tableau, et il garde que la partie réaliste. Donc ça, c'était un échec. Ensuite sont venus, face à cet échec qui m'avait un peu énervé, je me suis dit, il y a deux choses que je me suis dit, c'est que les diptyques me faisaient penser, les gens faisaient un lien entre, je reviens au diptyque là, entre la partie droite et la partie gauche, ou la partie gauche et la partie droite, peu importe, et ils faisaient une narration quand ils regardaient les tableaux. Ils pensaient qu'il y avait une relation entre l'espèce d'artichaut qui est de l'autre côté et cette fornication. Il n'y en avait aucun, parce que de toutes les façons, la partie analogique avait été faite au mois de juin, et l'autre partie était faite en septembre, mais avec seulement la forme. Je ne regardais plus l'analogie. Je travaillais que sur la forme pour essayer, dans cette forme-là, de glisser quelque chose de plausible dans un truc de cul ou de violence. Hein. Donc il n'y avait aucune relation. Ce qui fait qu'un matin, j'ai eu l'impression de faire du Alberola. Alberola, j'ai oublié de le citer tout à l'heure dans la liste. Mais, et ça pouvait pas durer. Et donc, je me suis dit qu'il fallait revenir à une peinture simple, à une peinture... C'est aussi bête que ça, mes réflexions, hein, à une peinture bête, à une peinture de bêtes, d'animaux idiots. Et puis quand même, en entendant ce que je disais sur ma production, je me suis dit, je vais appeler la série des enfantillages. Donc, ça a donné ces tableaux-là. S'il veut partir, il ne partira plus. Alors ils ont, pour moi, un intérêt, c'est que souvent, justement, quand je parlais de style, souvent un artiste, quand tout à coup il fait un chien, on va dire c'est le chien d'un tel. Il va trouver une forme de chien et ça sera toujours le chien d'un tel et tout ça. Moi, ils sont faits de telle manière que cette grenouille, c'est une grenouille. Cette vache, c'est une vache, c'est pas ma vache. Et il se trouve à ce moment-là que la vache a cette forme-là. Si vous avez l'œil très exercé, le signe que vous voyez là, c'est la même chose que l'éléphant que vous avez vu tout à l'heure, mais inversé. Et les diptyques, en fait, les enfantillages fonctionnent comme ça. Tout le processus de travail est un processus de fabrication de tableaux à l'infini. N'importe qui pourrait en faire encore plus que moi, ou si j'avais des assistants, que j'étais plus riche parce que vous m'aviez acheté des tableaux, je pourrais en faire plus. Mais donc c'est une machine à fabriquer. Tout le processus est une machine à fabriquer. Et elle est d'autant plus facile de fabriquer que j'ai pas d'imagination, que j'ai pas de goût et que j'ai pas de style. Donc je peux ne pas respecter grand-chose de ce fait-là. Alors, ces tableaux avaient aussi
ont un intérêt, c'est que il est très difficile d'écrire dessus, il est très, très difficile de parler dessus, ce qui me permet encore d'avoir une grande autonomie par rapport à tous les commentateurs et à tout leur pouvoir, en fait. C'est-à-dire que finalement, celui qui est encore le plus maître de ce que je fais, c'est moi. Ce qui peut énerver certains, mais moi, ce qui me permet de continuer à en faire sans avoir un... Là aussi, mes tableaux ne font pas de retour, ils ne me parlent pas, mais personne ne peut me parler, en fait. Il n'y a que ma petite machine qui fonctionne. Et comme personne ne peut me parler, personne ne peut trop m'influencer. Alors, il y a une anecdote à cette époque-là, parce que je ne sais plus en quelle année, mais on est en 2004-2005. Il y a une amie à moi qui est une grande historienne de l'art, surtout d'art ancien, et qui avait fait un petit fascicule, je ne sais pas si c'est Flammarion ou Hachette, pour le grand public. Enfin, le grand public, j'aime pas ce terme-là, pour le public, pour nous tous, et où elle décortiquait la manière dont on pouvait s'approprier une œuvre d'art, qu'elle soit du Quattrocento ou qu'elle soit du XXe siècle. Donc tous nos systèmes pour arriver à savoir est-ce que c'est parce que c'est tel peintre qui le fait, est-ce que c'est parce que c'est dans tel musée, bon bref. Et elle avait pris, je crois, un tableau à moi qu'elle avait reproduit dans ce livre. Elle m'envoie le livre et là je rentre dans une fureur, c'est rare, mais une vraie fureur, non pas en regardant le livre ou en le lisant, j'aime bien que j'ai dit en le regardant, mais par le titre du livre qui s'appelait Lire la peinture. Alors, je trouve que c'est que dans ce pays où on est très à cheval sur notre langue, qu'il y ait encore des gens qui disent qu'on lit la peinture. Moi, je me pose la question de quel est le nom qu'on donne aux gens qui regardent l'écriture. C'est des analphabètes. C'est comme ça qu'on dit. Un type qui regarde un bouquin, c'est un analphabète. Il le lit, le bouquin. Et un type qui lit une peinture, il ne la regarde pas. Parce que alors ici, il faudrait la lire de haut en bas et de gauche à droite, ailleurs de haut en bas et de droite à gauche, ailleurs seulement de haut en bas, c'est impossible. Donc j'étais rentré dans une fureur noire et je lui ai dit, ça a fait un peu de clash, et je lui ai envoyé un dessin, je n'ai plus le dessin, mais je lui ai envoyé quelque chose qui ressemblait à ça. Bon. Et ça a effectivement calmé nos relations. Et 8 jours après, elle m'a invité à déjeuner. Et donc, je lui ai demandé si elle avait reçu le dessin, parce qu'elle avait oublié de me remercier pour le dessin. Elle m'a dit qu'elle l'avait reçu, et je lui ai demandé si elle l'avait lu. Ce à quoi elle est repartie sur ses grands chevaux, et je lui ai dit, pourtant, là, pour une fois, il y avait quelque chose à lire. Alors, en fait, ces dessins ont une particularité, c'est que si vous le retournez comme ça, en haut, vous voyez écrit mémoire, M-E-M-O-I-R-E-S. Et je ne sais pas si vous voyez. Et de l'autre côté, mémoire est écrit à l'envers, etc. Bon, est-ce qu'un parmi vous avait vu dans la photo d'avant qu'il y avait des mots? Bon, vous êtes normaux, donc, parce que personne. Une fois que je vous l'ai dit, maintenant c'est foutu. Vous ne verrez plus que des mots. Mais personne n'a vu. Et j'ai fait toute une série qui sont des petits totems et qui sont en fait que des noms, des mots, et qui donnent ça. Donc ça m'intéressait que dans la forme même, on pouvait prendre la forme d'un mot pour en faire une autre forme tout en étant incapable de lire le mot. Alors cette série... cette petite anecdote m'a conduit à faire une nouvelle série qui s'appelle Analphabète, que moi j'écris Analphabète A-N-A-L-F-A-B-E-T, parce que tant qu'à faire. Et la première série, en fait, c'était un alphabet, et là, c'est des lettres. En fait, c'est à chaque fois une lettre. Alors il y a une chose qui est très amusante, là c'est le O, et la forme du O, le son du O, là en plus je suis assez mal placé. Alors, ça, j'étais assez mince, j'ai fait une connerie, j'étais là.
C'était un S, ça. Je ne sais pas pourquoi je regarde là-bas alors que je ferais mieux de regarder là. Bon, et alors évidemment, c'est comme les jeux de mots de Duchamp, ces histoires-là, parce que finalement, je me suis mis à faire n'importe quoi avec ça. Mais ça doit être un... Ça, je ne sais plus quelle lettre c'est, celui-là. C'est un A. En fait, c'est un A. Et le A, quand vous le couchez, il ressemble effectivement à un D ou à un C. Et à partir de là, il y a les jeux de mots du style S-AC. Ça fait égal S-AC. Ça fait sac. Et puis finalement, on dit, non, pas le S, quoi. Bon, ça, c'est un jeu de moi. Pour ceux qui n'ont pas compris, Pasqua, il était du sac. Enfin bon, voilà. Et ça ne s'est pas fait en pensant à Pasqua, ça se fait en pensant à des formes. Donc il y a toute la machine qui sort, et qui sort n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Voilà. Celui-là, il m'a toujours fait. Et j'ai jamais vendu. Hein. Il ne faut pas rêver. Alors, je vais peut-être aller trop vite là. Donc ça, c'était une série qui s'appelle Analphabet. Et en fait, à partir de là, j'ai incorporé aux analogies les lettres et les sons des lettres. Donc depuis, globalement, tout ça, ça se met ensemble. Enfin, en plaisantant, mais c'est vrai que c'est assez proche d'un travail de bousier, en fait, mon travail. Vous savez, le bousier, c'est cette espèce d'insecte qui garde toutes ses crottes devant lui, et il en fait une boule énorme, et la boule est de plus en plus grosse, de plus en plus belle, ça lui permet de niquer toutes les femelles, comme ça. Mais il pousse toute son histoire devant lui. Et en permanence, finalement, je ne sais pas si c'est visible un peu, mais c'est qu'il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire que les séries se succèdent, mais les séries se répondent et les séries s'auto-engendrent, mais elles sont dedans. Alors ça m'a conduit, et c'est une anecdote un peu bizarre, c'est que depuis toujours, j'ai toujours rêvé de temps en temps de faire des tableaux avec d'autres artistes, et ça ne marche jamais, on n'y arrive jamais. Et là, j'avais trouvé un artiste avec lequel le faire, et je lui avais proposé un protocole. C'est-à-dire qu'il prenait une image d'un de mes tableaux, il en faisait ce qu'il voulait. Moi, il me donnait une image d'un de ses tableaux et j'en faisais ce que je voulais. Et on prenait le tableau de quelqu'un d'autre et on le massacrait à deux. Alors, on avait le choix, évidemment, de prendre un tableau, de le projeter, de faire une impression encre sur le tableau. Bon. Et puis, comme je suis également pingre, je me suis dit, ben non, je vais le recopier, ce tableau, je vais le recopier en noir et blanc, et comme ça, on aura le tableau pour rien, et on pourra l'abîmer plus facilement. Et je me suis attaqué enfin, c'est ce qu'il avait réclamé, l'autre, un Rubens de 3,50 m de long sur 2,50 m de large, et que j'ai recopié mal, mais que j'ai recopié en fait en une après-midi. Et là, je me suis dit que j'étais plutôt doué pour faire ça, que c'était pas compliqué, enfin que c'était pas si compliqué que ça pour moi, et ça a conduit à la série d'après, qui est la série sur laquelle je travaille depuis maintenant 4 ans, et qui est cette série-là. Donc en fait, vous avez, là, tel que c'est présenté, tout à coup, voilà, en noir et blanc, la copie d'un tableau de quelqu'un, en l'occurrence, là, c'est un Picasso. Donc ça, c'est la copie que je fais moi. Et ensuite, le travail que je fais dessus. Donc la partie noir et blanc est passée en dessous. Alors, il y a deux choses pour la façon dont c'est fait, c'est que d'abord les copies sont faites pas par rétroprojection, elles sont faites au sol. C'est-à-dire que je suis au sol, le tableau est au sol, et je le recopie grâce à une photocopie noir et blanc qui est de la taille d'un 21-29-7. En fait, donc le tableau c'est une photocopie noir et blanc 21-29-7 dans lequel je mets 9 points pour me repérer, et à partir de là, le tableau est recopié. Alors, c'est pas une copie, c'est plutôt je me l'approprie.
Je me l'approprie d'une façon un peu particulière aussi, c'est qu'en fait, la toile est entièrement peinte en noir et la copie est faite par enlèvement, donc il n'y a pas de trait. C'est juste de l'essence qui fait ressortir le tableau. Et une fois qu'il est fait, j'interviens dessus de 3 manières différentes, c'est-à-dire comme une espèce de... Alors je ne sais pas s'il y a des psychiatres ici, mais parce que la schizophrénie c'est 2 personnes, mais moi il y en a 3. Donc je ne sais pas comment on dit ça en français, une trisophrénie. C'est-à-dire que le premier individu, le tableau est à l'état de copie au sol, donc on peut tourner autour. Quand il est grand, on marche dessus. Le premier individu arrive sur ce tableau avec un cutter et il gratte des petits bouts du tableau de ce qu'il voit sur le tableau. Il gratte une tête de chien, un poisson, n'importe quoi, il gratte. Il fait ses petits grattages comme ça. Et puis il s'en va. Le deuxième vient juste après un autre individu qui, lui, a d'habitude, là ça tombe bien, il y en a 2, mais d'habitude a une couleur et un pinceau. Il voit le tableau du dessous, il voit le grattage et il définit d'autres formes, et puis il s'en va. Et arrive un troisième individu qui, lui, sait lire et écrire, qui voit tout ça, mais lui, il a une particularité, c'est qu'il sait si c'est un Zurbaran, il sait si c'est un Picasso, alors que les 2 premiers ne le savent pas, ils ont oublié. Enfin, ils n'ont pas oublié, ils ne le savent pas. Et lui, il va écrire des mots idiots, des sentences, mais ces écritures vont être aussi, les lettres vont, comme dans la série des analphabètes, elles vont quand même rentrer dans une forme. Donc la forme crée la lettre, et à partir de là, il y a un mot qui va se créer. Et on arrive à des tableaux comme ça. Donc les tableaux n'ont... En fait, là, je vous les présente dans le sens de l'original, du tableau copié, mais on pourrait les mettre vraiment dans l'autre sens. Les copies, donc là, ça fait, je vous dis, à peu près 4 ans que je travaille là-dessus. Il doit y avoir 250 tableaux qui sont sortis là-dessus et qui vont de Lascaux jusqu'à Murakami, Minjun, les Chinois actuels. Donc il n'y a pas d'époque préférée. Et la série s'appelle Fuck Maître. Alors, bon, elle s'appelle Fuck Maître parce qu'il y avait une expo à Paris, au Grand Palais, qui s'appelait Picasso et les maîtres, et qui était parfaitement stupide, le titre. Parce que d'abord, un artiste n'a pas de maître, sinon il ne peut pas travailler. De même qu'un artiste n'aime pas la culture de l'époque dans laquelle il vit, parce que sinon il ne pourrait pas travailler. Ça, c'est des trucs de base. Parce qu'un artiste n'est pas un agent culturel. Et donc je trouvais ça absurde, cette histoire de mettre Picasso et les maîtres, alors que, en fait, c'est soit-dit, pour qu'on puisse travailler sur quelqu'un reconnu par les autres et plus ancien, c'est pas parce que c'est un maître, c'est parce que c'est nous. C'est parce que c'est notre égal. Et donc on peut largement nous y attaquer. Si c'était un maître, on ne peut plus y toucher. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Fuck Maître. Il s'avère que, également, comme là c'est Andy Warhol, je ne sais pas si toutes les fautes, si vous arrivez à voir un peu tout ça, mais vous voyez bien que je ne mets pas une tête de Mickey au-dessus. Ça m'arrive de mettre un Mickey, mais c'est pas un collage. C'est-à-dire que c'est la même forme que dans le tableau. C'est une façon de voir le tableau comme un dyslexique peut lire un texte. Et je suis dyslexique. Donc c'est une façon de ne pas comprendre ce qu'on voit. Donc la grande question qui me paraît tenir mon boulot depuis 30 ans, c'est qu'effectivement, je ne comprends pas ce que je vois, je n'arrive pas à savoir ce que je vois, et je n'arrive pas à savoir comment je vois. Et en fait, c'est là-dessus que je travaille. C'est sur cette mauvaise perception. Voilà Minjun. Enfin voilà, c'est fini.